En Seine-et-Marne, à partir d'aujourd'hui, les sanctions pour grand excès de vitesse et conduite en état d'ivresse vont être durcies. En réalité, on redécouvre que l'arsenal juridique existe, mais qu'il n'est pas systématiquement appliqué. Jusqu'à présent, en fait, il y a des sanctions progressives qui peuvent aller jusqu'à un retrait de permis pendant 6 mois. Cette suspension dans ce département, en l'occurrence, qui est le département qui réagit à l'affaire Palmade, il sera automatique. Est-ce que cette mesure, vous vous dites, elle devrait être prise au niveau national? On y va, on tape fort. Alors, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Qui tape fort? Hmm. La police qui fait les contrôles? Ou bien ce sont les sanctions pénales derrière, c'est-à-dire en fait toute la chaîne pénale. Parce que c'est bien aussi d'analyser comment est-ce que cela fonctionne. Aujourd'hui, vous avez des Il y a une millions... différence d'efficacité, j'imagine. Non mais bien sûr, il y a à peu près 1 million de contrôles, je dirais, sur les autoroutes et les routes. Je rappelle que c'est 1 100 000 kilomètres sur le réseau national français. Alors quand on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles, bon, voilà, on va pas mettre un policier sur chaque route départementale ou petit chemin. Voilà. Ça n'est pas réaliste. Parce que juste, je rappelle quand même le contexte. Aujourd'hui, on est toujours sous la menace terroriste. Les contrôles aux frontières, faut toujours les faire. La délinquance du quotidien, elle est toujours là. On a des priorités. Elle est là plus que jamais d'ailleurs. Par exemple, les violences intrafamiliales, je rappelle quand même, et les stupéfiants, qui sont une des grandes causes nationales, qui a été notamment pilotée par le ministère de l'Intérieur. À la fois. Voilà, donc beaucoup de priorités. Donc dans cette équation, les policiers et les gendarmes, ils sont pas extensibles. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a des outils qui ont été mis à disposition pour faire des contrôles, des pistages salivaires par exemple, qui sont très très utiles effectivement. Qui sont efficaces. Je voudrais aussi savoir. C'est-à-dire qu'on a bien compris que le ballon, vous soufflez, si vous avez picolé à un moment ou à un autre, ça va finir par se voir. Sur la question du taux de drogue, si vous avez fumé du cannabis, si vous avez pris des drogues dures, le contrôle est aussi facile et aussi efficace que le fameux ballon? Pas tout à fait, parce que le test salivaire, c'est un dépistage. Après, il faut qu'il soit corroboré notamment, soit par un dépistage avec notamment des analyses d'urine ou une prise de sang. Ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, il faut quand même redire que là, il y a un prisme qui est fait par rapport à l'affaire Palmade, entre guillemets. Mais n'oublions pas que, et heureusement que vous avez interviewé aussi d'autres victimes, des familles endeuillées par rapport à ces histoires notamment dramatiques d'alcool et de stupes au volant. Alcool et stupes. Je voudrais quand même qu'on reprenne un instant là-dessus. Alors je le sais, si vous nous écoutez toujours, vous l'avez bien compris, c'est un peu mon dada depuis le début de la semaine, mais parce que je réalise de manière assez folle qu'on parle sans arrêt du problème alcool plus volant. On a tous en tête, boire ou conduire, il faut le choisir. On sait qu'il faut un SAM de soirée. On sait tout ça parce qu'on a vu des campagnes. Il n'y a rien sur la drogue. Il n'y a rien sur la drogue parce que ce serait reconnaître qu'il y a des gens qui prennent la drogue. Enfin, le résultat, c'est que finalement, on en oublie presque que c'est aussi grave, voire plus grave, c'est-à-dire en termes d'impact sur la conduite. Stanislas Godon, le fait d'avoir fumé du cannabis dans les 24 heures qui ont précédé ou d'avoir pris des drogues plus dures, ça a un impact immédiat. Non mais vous avez raison de le souligner. Il faut le dire quand même, parce qu'en fait on ne le dit plus. Mais en plus, les chiffres sont très parlants. Aujourd'hui, c'est pratiquement 1 million d'usagers de cannabis et c'est 600 000 usagers de cocaïne. Donc, quand on commence par là, on se dit, mais là-dedans, il y a des personnes qui vont prendre le volant et qui vont conduire. Et quand ils vont combiner ça, par exemple, avec de l'alcool, vous allez multiplier par 29, par exemple, le taux d'accidentologie. Je peux vous garantir que ce sont des dangers de la route. Alcool plus drogue égale plus 29%. 29 fois le risque d'accidentologie. 29 fois plus, c'est beaucoup plus encore. 29 fois plus de risque d'accident. Voilà, et c'est pour ça que nous, on dit, en tant que policier, quand on parle de légalisation du cannabis, attention danger, quoi. Là encore, parce qu'on va avoir, notamment chez les jeunes, parce qu'il faut le rappeler aussi, on a beaucoup de jeunes qui sont effectivement des primo-consommateurs et parfois des consommateurs quotidiens, notamment des drogues. Est-ce que les sanctions sont suffisantes? C'est-à-dire que quand on voit que la Seine-et-Marne, effectivement, décide de durcir le ton, quand on voit que Gérald Darmanin propose un retrait. D'ailleurs, les Français sont majoritairement favorables à ce retrait automatique des 12 points en cas de prise de stupéfiants comme il l'a proposé. Mais aussi quand on voit dans la réalité que quelqu'un comme malheureusement le chauffard qui a tué le fils du chef Aleno, qui a été remis en liberté, est-ce qu'il y a un suivi? C'est-à-dire, est-ce que quand un chauffard ou est-ce que quand un drogué tue, il est véritablement sanctionné, non pas sanctionné, mais jugé, condamné?
Alors là, il va falloir regarder attentivement les chiffres, notamment de la justice. Et je peux vous garantir que là, c'est quand même assez compliqué parce que, par exemple, Là, il y a un décalage entre les mots et la réalité des faits. Aujourd'hui, sur les infractions à la législation des stupéfiants, c'est à peu près 2% où il y a de la prison ferme. Mais à l'intérieur, il y a à la fois ce qui est lié au délit routier et à la fois ce qui est lié à ce qui se passe sur la voie publique. D'autre part, quand on regarde, peu, hein, mais bien sûr c'est très peu, bien sûr c'est très peu. On dénombre c'est à peu interdit, près en réalité, il n'y en a que 2% qui vont en prison. Ouais. Voilà, en fait c'est ça la réponse. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, enfin ça ce sera pas un scoop pour personne. C'est à la fois une priorité, mais pas une priorité dans la sanction. Voilà, et puis vous savez, l'univers carcéral, surpopulation, aujourd'hui on fait de la gestion, c'est-à-dire que pas trop de détention parce que sinon on peut pas avoir de place en prison, pas trop de condamnation en prison parce que on nous dit que c'est l'exception, mais surtout on peut pas faire de détention après derrière. Enfin, ce sont des vases communicants. Il manque 40 000 places de prison en France. Nous on le dit, il va falloir vraiment s'y atteler pour donner de l'espace à ce que les magistrats puissent prononcer des condamnations extrêmement fermes. Je dirais bien sûr adaptées, parce qu'il n'est pas question de remettre en cause l'individualisation de la peine, bien sûr. Par contre, nous, on milite il ne faut pas qu'ils se pour la peine minimale. retiennent d'une peine qui leur semblerait légitime et nécessaire, uniquement pour des raisons de place ou non en prison. Stanislas Godon, sur cette question de la prison, il y aura la cour d'appel tout à l'heure à 9h qui va réexaminer la question de la mise sous bracelet électronique ou la prison préventive pour Pierre Palmade. La famille du conducteur qui a été très gravement blessé lors de l'accident demande son placement en détention provisoire. Est-ce que vous estimez que ce serait un message fort pour les victimes ? Alors, pour toutes les victimes, mais encore faudrait-il que cette règle s'applique, je dirais, de manière assez généralisée. Mais ça n'existe pas en matière de droit français. Alors, on va pas faire pression sur le JLD qui va être souverain dans sa décision. Le juge des libertés. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien comprendre la détresse de ces victimes. Nous, souvent, on parle du parcours du combattant de ces victimes qui doivent faire face à un drame et qui doivent faire face à toute cette procédure que parfois ils ne peuvent pas comprendre. Après, les règles de droit, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Nous, on milite pour qu'elles évoluent, bien sûr, ces règles de droit sur un chemin plutôt de la fermeté que de l'alternative aux poursuites, que de l'aménagement. Même si tout le monde l'a analysé comme ça, effectivement, quand on est consommateur de stupéfiants, récidiviste, puisque c'était son cas, eh ben le problème à la fois de la prévention et à la fois du suivi, notamment médical, parce qu'il faut aussi que ces personnes guérissent pour pas qu'ils reproduisent notamment les mêmes effets. Mais en tout état de cause, peu importe la personnalité publique, que ce soit Pierre Palmade ou qui que ce soit d'autre, c'est qu'ils doivent faire face à leurs responsabilités par rapport aux préjudices subis par ces victimes. Et vous pensez à la solitude des victimes, et ça vous avait beaucoup frappé au début de la semaine. J'ai reçu un avocat spécialisé dans le droit des victimes. Lui-même avait perdu son frère, victime d'un chauffard. Et il dit ce qui est terrible, c'est que la seule chose qu'on a donnée à mes parents, c'est un petit sac en plastique avec les affaires de mon frère à la sortie de l'hôpital. Ils ont été laissés complètement seuls. La solitude des victimes face au chauffard. Stanislas Godon, merci à vous d'être venu dans ce studio.